Bonjour François Asselin. Bonjour Loïc. Bon, c'est un peu étrange comme lieu. Hein. Ah, un petit peu, oui, c'est sûr. Hein, les pieds voilà, au-dessus des tables, voilà, des plateaux. Un restaurant fermé, le Mont Oui. Paris. On est tout proche du théâtre Édouard VII. Et Valentin qui est juste là, qui nous entrouvre quelques instants. Et qui... Bonjour Valentin. Allez. Là on est. Qu'est-ce que je vous offre? Il est 15h. Oh, écoutez, un verre d'eau, hein, on va rester raisonnable. Normalement c'est l'heure d'Irish Coffee. Oui, On a le droit à l'Irish Coffee si vous voulez. c'est vrai, mais la journée est longue, vous savez, donc D'accord. voilà, qui veut aller loin ménage sa monture. Très bien. Bon, alors un verre d'eau. Là depuis ce matin on n'a plus de schnapps. Moi je vais prendre un café. François Asselin, on sort ou on est encore dans cette crise ou pas? Alors, on commence à voir le bout du tunnel, hein, mais on n'est pas complètement sorti de cette crise. Pourquoi? Parce que d'abord, quand on est commerçant, quand on est restaurateur, quand on est artisan, quand on est entrepreneur, on a besoin de nos clients pour nous faire vivre. Donc, on attend le retour de nos clients, mais quel va être leur comportement? Certains se sont habitués à acheter via Internet, d'autres ont oublié ce que c'était que la joie d'être au restaurant. Reviendront-ils? Nous pensons bien évidemment que oui, mais durablement, c'est une autre question. Ça veut dire qu'on a cette crainte que les changements s'installent en fait, qu'on ne retourne plus dans ces PME justement. Vous savez, franchement, les chefs d'entreprise, il faut qu'ils soient sacrément costauds. Certains d'entre eux, en regardant la télévision un soir, apprennent que 48 heures après, il faut fermer la boutique, baisser le rideau. Tout de suite, vous pensez à vos salariés. Le restaurateur peut-être va regarder ses frigos et puis va se dire mais comment je fais pour moi-même à la fin du mois lorsqu'il faudra payer mes charges. Donc, faut être sacrément costaud. Et puis ensuite, vous voyez un petit peu l'éclaircie, c'était l'été dernier. Oui. Et puis d'un seul coup, poum, ça retombe. À la rentrée, petite éclaircie en début d'année, hop, ça retombe au mois de mars. Le stop and go est terrible. Donc, il faut garder effectivement l'espérance. Et Dieu sait que les chefs d'entreprise, pour cela, sont des bêtes d'espérance. Mais en même temps, vous avez quand même votre angoisse qui vous lie, parce que tout ça est très intime. Une entreprise à taille humaine, c'est des salariés avec lesquels vous vivez, surtout dans un établissement comme celui-ci. C'est bien évidemment des fournisseurs qui vous font confiance et auxquels il faut assurer les factures. C'est votre loyer, ou parfois celui à qui vous payez votre loyer, c'est peut-être l'ancien propriétaire pour qui c'est l'essentiel de sa retraite. Et puis, c'est vous-même, votre famille. Vous avez des emprunts, vous avez des enfants avec des études à payer, une maison à rembourser. Et Ça vous veut dites, dire- bien, quand tout cela s'arrête, comment je vais faire? Comment vous les sentez ces patrons de PME? Alors, ils sont toujours optimistes. Parce que d'abord, on ne fait pas d'affaires en faisant la gueule. Hein, voilà, c'est pas Donc obligé de comme ça. foncièrement dans leur ADN, Voilà. ils sont optimistes. Ben oui, vous n'allez pas recevoir un client en ayant une triste tête. Si Et vous encore voulez. plus dans un restaurant. Et encore plus dans un restaurant. Voilà. Donc, vous devez transmettre de la joie. Finalement, le chef d'entreprise, il est un petit peu comme un pot catalytique. Il absorbe de l'angoisse, il doit transformer ça finalement en joie de vivre. Hein. Alors, c'est un sacré exercice. C'est un sacré exercice et finalement, c'est une certaine ascèse de vie, si vous voulez, hein, de se positionner comme ça. Mais ils ont les mêmes angoisses et parfois même beaucoup plus d'angoisse que beaucoup de monde qui subissent une période comme on l'a subi tous. Pour autant, on voit toujours l'avenir meilleur qu'il l'est par rapport à aujourd'hui, et ça, c'est une vraie qualité. Mais on voit aussi les difficultés telles qu'elles sont, et il faut savoir les affronter. Alors, dans ces PME que vous représentez tous les jours, il y a des hôteliers, des restaurateurs via l'UMI, et c'est plus de 30 000 adhérents. Comment vous les sentez, ces adhérents, justement? Est-ce qu'on y pense, en fait? Parce que... Oui, mais regardez un petit peu comme tous les Français ont pensé à nos restaurateurs, à ces restaurateurs. Parce que la particularité de ce métier de restaurateur, finalement, c'est d'incarner la joie de vivre, quoi. C'est d'incarner la convivialité, c'est d'incarner le fait que l'homme est un être social et on a besoin de ces lieux de convivialité où on va prendre du plaisir, on va prendre le temps, on va être dans un temps suspendu, où on va s'occuper de nous. On va nous servir à manger de bonnes choses, on va boire de bonnes choses aussi. Ce zinc nous manque. Et ce zinc nous manque parce que c'est des lieux profondément humains. Donc ces métiers, la restauration, l'hôtellerie, sont des métiers dont tout le monde, et les Français en particulier, ont besoin. Donc bien évidemment, on a tous des fourmis dans les jambes
pour y retourner le plus vite possible. Et puis vous avez plein de restaurateurs qui ont exactement la même attente de revoir leur clientèle. On vit de ça. On approche de l'été. Oui. On se dit que peut-être, on semble voir la fin, en tout cas, ou du moins le bout du tunnel. Oui. Comment vous appréhendez cette sortie finalement de crise? Parce qu'il y a deux temps, il y a d'abord la reprise Tout à fait. et la sortie. On est bien d'accord. Et d'ailleurs, vous savez, c'est beaucoup plus délicat de réussir la sortie que de réussir l'entrée. Parce que le gouvernement, franchement, a fait le boulot. Hein. On a bossé d'une façon vraiment incroyable à l'appui de nos branches et de l'UMI en particulier pour à chaque fois adapter ne serait-ce que le fonds de solidarité ou les mesures de chômage partiel pour nos salariés. Hein. Et ça a très bien fonctionné. Aujourd'hui, vous allez avoir deux compteurs à bien vérifier. D'une part, l'endettement des entreprises à cette sortie de crise et puis leur niveau d'activité. Et on ne peut pas traiter l'un sans l'autre. C'est-à-dire que si vous n'avez pas des mesures spécifiques pour étaler l'endettement des entreprises, hein, parce qu'on parle souvent des cadeaux faits aux entreprises, effectivement, on les a accompagnés, mais on ne leur a pas fait d'échec. Hein. On a simplement fait en sorte qu'elles ne s'endettent pas plus qu'elles ne l'étaient déjà, et vous avez des outils comme le prêt garanti par l'État, qui de toute façon, comme son nom l'indique, c'est un prêt, il faudra rembourser. Est-ce que cette dette, elle ne fait pas peur, justement? Bien sûr qu'elle fait peur. Elle fait peur pourquoi? Parce que pour certains d'entre nous, alors c'est très hétérogène, parce que chaque situation est particulière, mais imaginez un restaurateur qui a investi dans un fonds de commerce juste avant la période Covid. Aujourd'hui, il a des remboursements d'emprunts importants. Et donc, quand vous additionnez les mensualités du prêt garanti par l'État, les décalages de charges sociales et fiscales, les loyers parfois impayés, plus vos remboursements d'emprunts signés avant la période Covid, eh bien, vous apercevez que ça ne passe pas. Donc, si on n'arrive pas à étaler l'ensemble de ces dettes sur une période un peu plus longue, ça serait quand même dommage qu'un établissement qui était tout à fait viable avant la période, finalement, eh bien, périclite parce qu'on n'a pas su mettre l'outil en place pour étaler la dette. On travaille à cela, bien sûr, avec le gouvernement, avec Bercy en particulier. Oui. Cette reprise, elle va se passer de manière finalement rapide. On sent qu'il y a un engouement, en tout cas, de la population, de retourner vite dans ces lieux. Comment on l'appréhende, ça aussi? Alors, c'est là où on est tous conscients que la maladie peut toucher n'importe qui, tout le monde. Hein. Donc, on ne peut pas y aller franco, ça y est, allons-y, c'est comme avant. Il faudra qu'il y ait une progressivité et je crois que tous les Français et les entrepreneurs en premier ont compris que l'intérêt de tous, eh bien, c'était de continuer de faire attention à ces fameux gestes barrières. Donc on ne lâche pas les chevaux tous d'un coup. On ne va pas lâcher les chevaux tous d'un coup. Non, malheureusement, ça serait tellement bien, mais non, je ne crois pas. Hein. Mais en attendant, cette progressivité, bien sûr, nous l'appelons. Et ce que nous disons, nous, à la CPME, c'est qu'il faut que tout le monde soit concerné partout sur le territoire français et ultramarin par une ouverture. Elle peut être graduelle, avec des mesures de jauge différentes peut-être d'une région à une autre, suivant l'évolution de la pandémie. Hein. Oui. Mais en attendant, on voudrait, et je pense que ce serait un beau signal, que tout le monde puisse se dire « ça y est, je commence à réouvrir », avec bien évidemment la continuité des mesures d'accompagnement qui doivent traiter et l'endettement et le niveau d'activité. Si on revient à pendant cette crise, c'est une période éprouvante, non? Ah oui, c'est une période très éprouvante. Hein. Elle est éprouvante par beaucoup de Français, mais plus particulièrement par les chefs d'entreprise. Pourquoi? Parce que l'immense majorité d'entre eux, ce sont ce qu'on appelle des TNS, des travailleurs non salariés. Ils n'ont pas de salaire, ils n'ont pas de butin de paye. Et d'ailleurs, vous avez remarqué, au départ de la pandémie, on savait très bien comment protéger les salariés, parce qu'ils ont un statut, hein, ils ont une fiche de paye. Hein. Par contre, pour les chefs d'entreprise, on ne savait pas comment s'y prendre, très honnêtement. Hein. D'où l'invention du fonds de solidarité pour qu'ils puissent continuer à vivre. Hein. Parce que lorsque votre activité s'arrête, plus de chiffre d'affaires, plus de recettes, et vous ne pouvez pas vous payer vous-même. Mais vous êtes comme tous les Français, que vous êtes entrepreneur, hein. Vous avez une famille à nourrir. Hein. Est-ce que ça veut dire que cette crise a créé des précédents qui permettront d'affronter d'autres crises derrière? Enfin, parce que là, j'ai le sentiment, quand je vous écoute, qu'on s'est posé des questions, peut-être auxquelles on n'avait pas eu à se poser avant, en fait. Alors, complètement. Et d'ailleurs, ça serait gravissime si on ne tirait pas les conséquences de la période que nous traversons, que ça soit sur le champ, on va dire, de la santé, sur le champ sanitaire, comme sur le champ économique et social. Alors, les indépendants, les chefs d'entreprise, ils ne demandent pas d'avoir une couverture chômage comme les salariés. Ce n'est pas notre ADN. On sait prendre nos risques. En revanche, je pense qu'effectivement, ce dont on doit faire attention, c'est sur l'endettement
personnel des chefs d'entreprise. Pourquoi? Parce que malheureusement, certains d'entre nous vont mettre un genou à terre et vont se retrouver en dépôt de bilan. Et quand vous êtes en dépôt de bilan, généralement, il ne vous reste rien, sinon vos dettes. Eh bien, nous considérons à la CPME, et nous sommes très nombreux à le considérer, c'est que finalement, nous ne sommes absolument pas, pour beaucoup d'entre nous, responsables de ce qui nous arrive. Quand on vous demande de fermer administrativement, quand on vous demande de vous couper de vos clients, ben, vous n'êtes pas responsable. Vous pouvez être le meilleur restaurateur de la France, donc du monde, Oui. que de toute façon, eh bien, vous n'avez d'autre choix que de subir cette situation. Donc nous, ce que nous demandons, c'est qu'il y ait des dispositifs spécifiques pour traiter l'endettement des chefs d'entreprise qui, eux, malheureusement, vont déposer le bilan. 3 idées, ne pas être inscrit systématiquement dans les fichiers des incidents de paiement, parce que là, vous ne pouvez même plus emprunter à titre personnel. Oui. Faire en sorte que la dette sociale de l'entrepreneur fasse partie de la liquidation, parce que très peu le savent, mais les charges sociales de l'entrepreneur sont des dettes personnelles et pas les dettes de l'entreprise. Et oui. Si bien que lorsque vous déposez le bilan, l'entreprise est liquidée, mais parfois 1 an, 2 ans après, à renfort d'huissier, on vient chercher des charges sociales que bien évidemment vous n'avez pas pu honorer. Donc il faut que cette dette sociale fasse partie de la liquidation, ça sauve des vies. Et puis, ce serait quand même intelligent de revoir le droit des cautions. Quand vous vous êtes engagé, vous avez acheté un fonds de commerce, vous avez investi, tout allait bien, et là, le banquier, vos partenaires financiers vous disent, écoutez, on vous demande une caution à titre personnel pour délivrer le prêt. Ben, vous y allez, parce que l'avenir est radieux. Puis là, boum, tout s'effondre. Eh bien, on est quand même dans une situation de force majeure et nous aimerions que le droit des cautions soit suspendu pour ne pas rajouter un drame économique, la perte de l'entreprise, un drame humain, le fait d'être endetté jusqu'à la fin de ses jours. Ça veut dire que ces 3 projets, on les travaille comment? Avec qui? Enfin... Alors, quand c'est comme ça, si vous voulez, d'abord, on le travaille en interne à la CPME, à l'appui de nos adhérents, donc adhérents de l'UMI, entre autres. Et puis, on en fait un corpus. D'abord, on l'étudie sur le champ juridique, pour être crédible. Et puis, ces propositions, on les porte, à Bercy, on les porte auprès du Premier ministre, auprès du Président de la République, auprès de l'exécutif, auprès des parlementaires, pour expliquer que si, sur ce sujet précis, on veut faire en sorte que la sinistralité, puisqu'il y en aura, soit acceptée, qu'il y ait des mesures spécifiques pour traiter les personnes humaines. Ça veut dire que, quoi qu'il se passe, notre appréhension de l'économie a changé, ou de l'entrepreneuriat en tout cas? Oui, alors... c'est difficile d'y répondre. Parce qu'on peut quand même se dire que la France a pris soin de ses enfants pendant toute cette période. Regardez, il n'y a jamais eu autant de fonctionnaires, puisque vous aviez plus de la moitié des salariés du secteur marchand qui étaient payés par l'État, par la collectivité, par nous tous. Voilà, c'est une sorte de boutade ce que je viens de dire. Mais c'est une réalité. Les fonctionnaires eux-mêmes ont toujours eu leur traitement. Une particularité française finalement, parce que vous, votre société... oui, donc la France a pris soin de ses enfants. Vous êtes aussi aux États-Unis, je crois. Oui, tout à fait. Votre entreprise, elle est dans les Deux-Sèvres, mais aussi à Atlanta, je crois. C'est ça, voilà. Comment vous comparez les 2 situations, justement? Je peux vous dire que le niveau d'angoisse, il monte beaucoup plus vite à Atlanta qu'à Paris. Parce qu'on sait que nous avons un amortisseur social. Et quand vous êtes salarié aux États-Unis, vous n'avez rien. C'est-à-dire que si l'entreprise vous dit, écoutez, je ne peux pas vous payer, c'est licenciement immédiat. Et là, vous avez grosso modo $800 pour en sortir, et ça ne va pas durer longtemps. Donc, effectivement, à l'époque, l'administration américaine a mis en place des chèques directs. Ils ont fait un petit peu de l'hélicoptère monnaie, mais c'est un petit peu ce qu'on a fait nous aussi avec les mesures de chômage. Ils ont versé 1 500 € par salarié qui se retrouvait dans cette situation, pour éviter bien évidemment qu'il ne sombre. Mais si vous voulez, nous, on a cette chance. On parle tout le temps de l'État-providence, mais il a parfaitement fonctionné. La grande difficulté, c'est que, est-ce que nous aurons cette reconnaissance du vent, si je puis dire, pour accepter les réformes dont le pays aura besoin, pour finalement faire en sorte d'amortir, de rembourser ce qu'on a fait pour nous. Oui, parce que c'est ce qui inquiète aussi beaucoup de gens, c'est que finalement, toutes ces aides sont de la dette, finalement, et que d'un point de vue des vases communicants, on se dit qu'il y a un moment où il faudra forcément se serrer la ceinture, ou quoi qu'il se passe, régler cette dette, ou trouver une solution. En fait. Alors, et en même temps... Donc on se dit, est-ce qu'on ne va pas revenir sur les mêmes personnes qui ont eu les aides pour leur demander de le... Écoutez, en fait, si vous voulez, d'abord pas de panique. Pourquoi? Parce qu'on a quand même des marges de manœuvre dans notre pays. Alors certains diront, il n'y a qu'à aller chercher là où est l'argent. Ça veut tout et rien dire.
Ce qu'il faut voir, c'est qu'en France, si on se compare, et ce que je vais vous dire c'est tout à fait factuel, aux autres pays européens, les plus proches de nous, eh bien finalement, on a une vie professionnelle, une vie active qui est moins longue, donc qui est plus courte que les autres pays européens. Si collectivement, nous travaillons un peu plus pendant toute notre vie, eh bien, globalement, on arrive à trouver des solutions plutôt posées, pas trop douloureuses, ne serait-ce que pour financer les retraites de demain. Donc, quand je vous dis qu'on a des marges de manœuvre, oui, on a des marges de manœuvre en termes de productivité. Et ce qui fera qu'on s'en sort, c'est si le pays sait recréer d'une façon importante et durable de la richesse. Et ça, on ne peut pas créer de la richesse sans soutenir le secteur marchand. Le secteur marchand, c'est quoi? 99% de PME, de TPE. On a perdu de la richesse pendant cette crise. Parce qu'on nous dit que les Français ont épargné. Mais est-ce que les PME, comment elles se... Les PME se sont endettées, fortement endettées. Alors après, c'est très hétérogène, parce que vous avez des entreprises qui vont s'en sortir très bien. Oui, qui étaient en phase avec l'économie de crise. Qui étaient en phase avec l'économie de crise, comme vous le dites très justement. Puis d'autres où ça va être quand même très compliqué, parce que là, évidemment, elles ressortent avec un fardeau auquel il va falloir faire face. Et avant de réinvestir, on commence d'abord par rembourser, on va dire, ses affaires courantes, parce que finalement, on a financé quoi? Des affaires courantes, on n'a pas financé l'avenir. Est-ce qu'on compte sur l'euphorie de l'ouverture, du relâchement, la libération en fait? Alors, il y a une euphorie économique généralement après ces crises-là. Bien sûr, il faut qu'elle soit durable. C'est pour ça que si vous voulez que le plan de relance, je trouve qu'il a été plutôt bien calibré dans la mesure où il y a beaucoup de mesures de moyen et long terme. Et ça, on a besoin de ça. On a besoin de perspective parce que, effectivement, la reprise va être relativement dynamique, à condition, bien évidemment, je suis très prudent, qu'on n'ait pas une quatrième vague qui nous tombe sur le coin de la figure. Mais nous pensons que la reprise va être relativement dynamique. Mais une entreprise, ce n'est pas 6 mois, ce n'est pas un an, c'est sur plusieurs années qu'il faut se projeter. Donc là, bien évidemment, il faut que le plan de relance ait des mesures structurelles relativement fortes. Et c'est vrai que de consacrer à peu près 50% à la transition écologique et 25% à la transition numérique, eh bien, ça nous donne des perspectives de long terme. Ça veut dire que derrière cela, vous allez avoir des transformations d'entreprises, des investissements sur le moyen et long terme, avec des outils comme les prêts participatifs qui vont être mis à la disposition des entreprises, qui font qu'effectivement, non seulement il peut y avoir un effet dynamique de reprise immédiat, mais en plus, il faut que ça dure et perdure. Alors, regardez ce que font les États-Unis. Alors là, eux, ils y sont allés carrément massivement. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'ils ont ouvert le carnet de chèques. C'est facile quand on a le dieu dollar dans les poches. Il suffit de faire tourner la planche à billets. Et donc, 4 000 milliards de dollars d'investissement dans le plan de relance, c'est colossal. Même si à l'intérieur de ces 4 000 milliards, vous avez des mesures d'ordre social, en attendant, c'est énorme. Et donc, les États-Unis ont déjà un taux de reprise, un PIB qui remonte en flèche, et les perspectives sont plutôt radieuses sur plusieurs années. Ça veut dire que cette reprise, pour beaucoup de gens aujourd'hui, elle part encore loin, finalement. Oui, parce que, comme vous le voyez aujourd'hui, ne serait-ce que l'image que nous avons de nos rues, des vitrines, des rideaux baissés des vitrines, c'est pas très joyeux. Donc, quand on va commencer à sentir que notre environnement direct commence un petit peu à s'ouvrir, à changer, le moral va remonter, ça c'est sûr. Et puis, le jour où on n'aura plus besoin de masque, là aussi, vous voyez, il y a des choses importantes. À partir de quel moment, par exemple, on pourra considérer qu'on a assez de gens vaccinés pour éviter les cas contacts, le port du masque obligatoire, etc. Ça, c'est des choses effectivement qui nous pèsent, même si finalement maintenant on s'y est habitué. En attendant, sur le moral et sur le capital confiance, c'est des petites choses importantes, On sent cette angoisse pour parler avec des restaurateurs et des hôteliers, et peut-être même plus des hôteliers, que le tourisme est notre première finalement industrie presque nationale en fait, premier pays en termes de tourisme au monde. Ça veut dire que je sens une crainte en fait chez ces hôteliers et ces restaurateurs que les touristes ne reviennent pas si vite que ça en fait, parce que notre taux de contamination est encore très élevé. Est-ce que finalement cette reprise elle va pas être plus lente qu'on l'espère finalement? Alors bien évidemment, tout est lié à l'évolution de la pandémie. Si on arrive à s'en sortir durablement et qu'on voit que on baisse en nombre de personnes contaminées,
le niveau de l'économie va d'une façon corrélative augmenter. On voit ce que commencent à faire les États-Unis, où les déplacements, les avions, d'ailleurs, l'industrie aéronautique aux États-Unis repart en flèche, les compagnies aériennes en tout cas, et elles commencent à voir le bout du tunnel. La grande crainte que nous avons tous, c'est si nous retombions, bien évidemment, par rapport à l'épidémie. En attendant, même si malheureusement ça repartait, il faudra bien à un moment ou à un autre apprendre à vivre avec ce virus. C'est-à-dire que est-ce que... Ce qu'on fait déjà un peu. Ce qu'on fait déjà un peu, non mais je veux dire, bon voilà quoi, est-ce que... on fait une croix pour toujours sur le monde de l'hôtellerie-restauration. Est-ce que, vous voyez, il y a un moment où on arrivera au bout du bout, quoi. Donc, on comprend tout à fait qu'il ne faut pas se retrouver dans ce qu'on peut connaître des pays comme l'Inde en ce moment ou le Brésil. Et en même temps, voilà quoi, on ne peut pas se dire on va sacrifier économiquement des pans entiers qui ne s'en relèveront jamais. C'est pas possible. La crainte qu'on a, c'est que je me rends compte que certains pays, il y a une course à cette libération et que le fait que les États-Unis se libèrent plus vite, est-ce qu'il n'y a pas des économies qui vont prendre le dessus en fait? Comment on va faire pour... Mais vous savez, c'est ce qu'on constate déjà. L'Asie avec la Chine sont partis avant tout le monde, les États-Unis avant nous. Et on voit aujourd'hui, on parle du secteur de la construction. Alors vous avez eu d'abord la pénurie des composants électroniques. Et puis maintenant, c'est les matières premières, les matériaux. Pourquoi? Parce que par exemple les Chinois ont mis par exemple la main sur nos coupes de bois, par exemple, de chêne, dont ils avaient besoin pour les transformer. Résultat, nous aujourd'hui quand on en a besoin, on dit on n'en a plus. C'est un fils de charpentier qui parle. C'est un fils de charpentier qui parle, tout à fait. Voilà. Vous avez les États-Unis, pareil, sur tout ce qui est consommation de matériaux biosourcés ou nécessaires entre guillemets à la transition énergétique, donc des isolants. Eh bien, on fait la razzia de ces matériaux-là. Vous avez la Chine qui ont fait une razzia sur l'acier, par exemple. Résultat, vous voulez trouver des rails pour poser du placo, c'est très compliqué. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Donc ça, on était loin de l'imaginer. Vous voyez, encore une découverte que nous faisons. Donc oui, c'est extrêmement perturbant. Mais en même temps, on se dit, mais franchement, il y a un magnifique coup à jouer en sortie de tout ça. Voilà. Parce qu'on s'aperçoit que l'entreprise, elle est précieuse, que le chef d'entreprise qui a cette magnifique capacité de porter un projet, de se mettre à son compte, de reprendre une affaire, de créer de l'envie, eh bien, c'est des profils indispensables pour relever un pays au niveau économique. Et donc, on a besoin des entrepreneurs et des entreprises. Donc, quoi qu'il se passe, cette crise nous fait dire qu'on aura besoin encore plus de nos entrepreneurs, finalement. On aura besoin encore plus de nos entrepreneurs. Il ne faut pas avoir un discours parfois ambivalent quelque part en disant on est, à 80% les Français trouvent sympathique la PME et les chefs d'entreprise de PME, et en même temps avoir un environnement qui se complique pour nous, voyez-vous. Donc c'est là où il faut apprendre à être cohérent et avoir, entre guillemets, cette culture PME. On a le sentiment d'ailleurs que pendant cette crise, on a vu beaucoup d'actions où des salariés se sont investis plus qu'il le fallait, enfin, se sont sentis investis de quelque chose en fait. Ils n'étaient pas que simples salariés, ils étaient aussi partenaires du patron de la PME en fait. Complètement. Ils se sont mis en mode de combat. Et là, c'est très touchant. Il y a une certaine solidarité, finalement. Mais complète. Et vous savez, on a beaucoup entendu parler, il faut faire du dialogue social pendant la pandémie, etc. Mais ça s'est plutôt très bien passé. Très très bien passé. Dans l'immense majorité des entreprises, il n'y a eu aucun problème de mobilisation de nos collaborateurs pour traverser ensemble cette période. Vous savez, parce que dans le stop and go, on le fait avec ses salariés. Exactement. Puis dans une boîte à taille humaine, dans un établissement comme celui-ci, vous savez, on vit avec ses salariés. Donc l'angoisse de l'un, c'est l'angoisse des autres. Et puis ça marche aussi à l'inverse, c'est-à-dire que l'espérance de l'un, donne de la volonté aux autres. Est-ce qu'il y a des exemples un peu qui vous ont marqué, vous, d'engagement, d'investissement, Alors oui, il y a eu au tout début de la pandémie, rappelez-vous, restez chez vous, et puis d'un seul coup, les professionnels de santé se disent, écoutez, nous on peut soigner, pas de problème, on se mobilise, mais on manque de masques, on manque d'éléments de protection, etc. Je peux vous dire que dans le réseau CPME, mais partout en France, il y a eu d'une façon complètement naturelle des livraisons à ceux qui en avaient besoin, donc les personnels de santé, d'éléments de protection, des blouses, des masques, des gants, etc. Voire même de reconversion de production pour trouver des solutions, en fait. Pour trouver des solutions. Donc là, il y a eu
un mouvement, mais vraiment très touchant. Hein. Je dirais qu'on l'a presque plus accompagné en ce qui nous concerne que nous l'avons créé. Ça s'est passé tout à fait naturellement. Et partout en France, on a eu vraiment ces moments de solidarité extrêmement touchants. Et puis ensuite, on nous demandait, la ministre du Travail, de retourner au boulot. Et oui, vous n'avez plus de masque. Et puis, de retourner au boulot, mais attention, vous protégez vos salariés. Là, c'est un discours qu'on a un petit peu plus mal vécu, parce que bien évidemment, on n'a pas envie d'envoyer, d'exposer inutilement nos salariés, quoi. On est tous des êtres humains. Hein. Donc, comme j'avais dit à l'époque à la ministre du Travail, écoutez, pas de masque, pas de travail, quoi. Mettez-vous à la place, quoi, de nos salariés, et de nous-mêmes. Hein. Donc ça, vous voyez, c'était des moments d'intense solidarité, et puis après, d'incompréhension, parce que finalement, tout ce qu'on avait fait, voilà, ça disparaissait. Hein. Alors, tout ça est derrière nous, mais encore, voilà, une des étapes avec lesquelles ça permet, enfin, il faudrait militer là-dessus, quoi. Voilà. Bon, vous, dans l'après, qu'est-ce que vous retiendrez de cette crise, finalement? Écoutez... Comment vous raconterez ça alors, d'abord, moi, dans 20 ans, peut-être? Écoutez, moi, je vais vous parler en tant que chef d'entreprise et puis en tant que président de la CPME. Le chef d'entreprise que je suis, dès l'annonce du président de la République, j'ai pris la voiture et je suis retourné dès le lendemain à 7h dans l'entreprise parce que là, évidemment, j'ai retrouvé tous mes salariés au milieu de l'atelier dans la cour qui m'ont dit « François, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Et donc, c'était des moments très angoissants, mais franchement, d'intense communion. Et pendant toute cette période, j'ai réussi à maintenir en activité 2 ateliers, l'atelier de charpente et l'atelier de menuiserie. Hein. On a essayé de faire en sorte que l'activité ne s'arrête pas complètement au niveau de la production d'entreprise. Et j'étais tous les matins à l'accueil des salariés. Et si on n'avait pas eu ce dialogue permanent, je pense que je me serais retrouvé tout seul au milieu de mon entreprise et ça aurait été normal. Donc dans ces cas-là, il faut se serrer les coudes. Et donc... c'est une surprise, ça? Non. Non, mais ça fait du bien de le ressentir, vous voyez, ça fait du bien de le vivre. Hein. Voilà. Et donc, une entreprise, ce n'est pas que des chiffres, c'est des hommes. Et donc, ça, moi, franchement, voilà, je trouve que ça aurait été une période très riche de ma vie, ne serait-ce que pour ça. Et puis, le syndicaliste que je suis, eh bien, je me suis dit, c'est dans ces moments-là qu'il faut savoir pour qui et pourquoi on se bat. Voilà. Et donc là, on a mis en place... un triptyque, une stratégie, on va dire, offensive à la CPME. Il faut protéger les salariés, protéger les entreprises des personnes morales et protéger les personnes physiques, les chefs d'entreprise. Et on a tout le temps déroulé cette stratégie jusqu'à aujourd'hui et je pense qu'on avait raison. Quel a été ce lien avec l'UMI, justement? Écoutez, le lien était très... C'était très tous les serré. lundis avec Bruno Le Maire que vous Oui, retrouviez. C'est vous qui preniez preniez la parole en premier, il paraît, autour de table. Ouais, alors je ne sais pas si c'est à cause de mon nom, Asselin, ordre alphabétique. Non, c'est pas ça en fait. Hein, voilà, j'ai cet honneur d'être le premier des serviteurs, puisque j'ai été élu par mes pairs et donc je représente les patrons d'entreprises, de PME, de TPE. Avec l'UMI, ça a été très important. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, d'abord, c'était les premiers dans l'œil du cyclone, hein, les restaurants. Hein. Donc là, effectivement, ça a été les précurseurs des mesures qu'il fallait mettre en place pour éviter que ce soit la catastrophe. Hein. Et donc là, on a travaillé en proximité incroyable avec l'UMI. Et franchement, je remercie vraiment l'UMI parce qu'ils nous ont sans arrêt alimenté les problématiques que vivaient leurs adhérents. Et pour nous, c'était très important de coller à la réalité. Voilà. Et puis en revanche, nous aussi, en retour, eh bien, tout ce que nous pensions être utile pour les accompagner, on leur soumettait. Et finalement, on était rarement en opposition, bien au contraire. Hein. Voilà. On a fort bien fonctionné ensemble. Ça veut dire que forcément, ça vous a rapproché aussi? Oui, ça nous a rapprochés. Vous savez, on a eu des initiatives dans plein de territoires. Je pense à Toulouse, je pense à Grenoble, je pense à Nantes, et puis dans plein d'autres endroits en France, dans notre pays. Je pense aussi à la manifestation à laquelle j'étais présente devant les Invalides, hein, portée par l'UMI et le GNI à l'époque. Hein. Mais je pense qu'en fait, effectivement, il y a eu beaucoup de solidarité au niveau des territoires, voilà, parce que évidemment, tout le monde se connaît. Hein. Et les chefs d'entreprise, même s'ils ne sont pas restaurateurs, vont souvent au restaurant. Le lieu du restaurant, pour le patron de PME, c'est presque un lieu de travail aussi, non? En tout cas en France. Ah oui, et vous savez, vous disiez que j'avais une activité effectivement à l'étranger aux États-Unis, mais je recevais, hein, j'espère que ça va revenir vite, beaucoup de clients américains. Hein. Mais pour eux, il fallait qu'ils soient invités au restaurant. Parce qu'on ne peut pas venir voir son fournisseur français sans qu'il vous invite au restaurant. Alors qu'aux États-Unis, ce n'est pas tout à fait comme ça. Comme quoi, si on ne fait pas de deal aux États-Unis à table. Pas forcément. Tellement. Ça se fait, mais si vous voulez, c'est quand même pas la même culture. Quoi. Voilà. Ah oui, et puis en plus, ça, voilà, il faut qu'il y ait le comptoir. Voilà. Ils viennent pour ces choses-là.
finalement tout ce qui fait que notre pays est aimé pour ce qu'il possède intrinsèquement, c'est-à-dire que des paysages magnifiques, une architecture, un patrimoine splendide, et puis une culture gastronomique d'excellence, exceptionnelle, qu'on soit dans l'étoilé ou dans le restaurant sans étoiles, mais avec une convivialité, des mets de qualité et une ambiance comme on sait la connaître et comme on l'aime, eh bien, je peux vous dire que ça aide à faire des affaires, même si vous n'êtes pas restaurateur. Donc, comme on aura besoin de faire des affaires, on ira encore au restaurant. Ah, Ça, ben, c'est bien sûr, il n'y a pas de problème. Voilà. Ne soyez pas inquiets, amis restaurateurs. Hein. On va revenir. Bon, juste, on a quelques bouquins là. Certains Ouais. sont sortis très dernièrement. Venez avec moi. Et histoire de mieux vous comprendre, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir sur votre table de chevet? Voilà. Alors, vous en avez plein. Hein. Alors écoutez, en fait, c'est très difficile de choisir parce que j'aime tout. J'aime les desserts, j'aime le fromage, la pâtisserie bien évidemment, et puis la gastronomie. Alors, il y a un livre qui me parle, c'est La France à table. Ah, Voilà. oui. Hein. Qui revient sur notre... ces 2, 3, 4 siècles d'histoire de la restauration finalement. Eh ben, c'est superbe parce que en plus, je trouve que ces images, voilà, quelque peu datées, eh bien, nous rappellent que la gastronomie de notre pays nous vient de très loin. Ça fait partie de notre ADN, hein, que finalement, on rêve souvent à ce qu'on a mangé et qu'on a bien mangé. Moi, je me souviens de plats que j'ai pu déguster dans un endroit où je me dis, mais cette saveur, je la garde en mémoire, si vous voulez. Finalement, quand on est dans ce pays, eh bien, on est éduqué à la cuisine, soit par notre famille, soit par nos parents, soit tout simplement par le fait que, eh bien, aller au restaurant fait partie de la culture intrinsèque des Français. Eh bien, ça, il faut le conserver, il faut le cultiver. Et puis, ben, quand je serai plus président de la CPME, je pourrai peut-être moi aussi me remettre à faire des recettes à la maison. Oui, parce qu'on manque de temps ces temps-ci. Ben, on manque de temps, voilà. Ouais. Merci à vous, François Merci. Asselin, d'être venu jusqu'à nous. Merci de votre accueil, très chaleureux et sympathique. Et on revient pour de vrai une fois Ah ici. ouais, Voilà, ouais. quand tout ça sera réouvert. Exactement.